John Silver n'était pas né pour être pirate. Dans les brumes matinales de Bristol, vers 1680, il apprenait les cordages et les nœuds sur les quais de l'Avon, fils d'un tonnelier respecté qui rêvait pour lui d'un avenir dans le commerce maritime légitime. Grand et robuste, doté d'une intelligence vive et d'un charisme naturel, le jeune John possédait cette rare capacité à se faire entendre sans hausser le ton, à convaincre sans menacer. Ses premiers embarquements se firent sur des navires marchands transportant laine et étain vers les ports de France et d'Espagne. Il gravit rapidement les échelons, passant de mousse à matelot, puis à quartier-maître. Ses compagnons l'appréciaient pour sa loyauté et son sens pratique, les capitaines pour sa discipline et son habileté à maintenir l'ordre parmi les équipages les plus récalcitrants. John Silver était un homme de mer accompli, respecté, qui semblait promis à une carrière honorable. Mais la mer des Caraïbes allait tout changer. C'était en 1695, au large de la Jamaïque. Le Mary Catherine, cargo de Sa Majesté transportant des épices et de l'or, fut attaqué par 3 navires pirates menés par le redoutable capitaine Edward Teach, celui qu'on appellerait plus tard Barbe Noire. Le combat fut féroce et inégal. John Silver, alors second du Mary Catherine, se battit avec une bravoure exemplaire, organisant la défense, ralliant les hommes terrifiés. Ce fut dans la mêlée finale, alors que les pirates prenaient d'assaut le pont principal, qu'un boulet de canon mal dirigé emporta sa jambe gauche sous le genou. La douleur fut atroce, mais ce ne fut rien comparé à l'humiliation qui suivit. Étendu dans son sang, voyant ses compagnons massacrés ou réduits en esclavage, John Silver comprit une vérité terrible. Dans ces eaux, la loi n'était pas celle du roi, mais celle du plus fort et du plus rusé. Barbe Noire, impressionné par le courage du jeune officier, lui épargna la vie. « Tu as du cran, l'ami, dit-il en contemplant le blessé. Dommage que tu serves les mauvais maîtres. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Silver pendant sa convalescence à Port-Royal. Allongé sur un grabat d'hôpital, apprenant péniblement à marcher avec une béquille de fortune, il observait les allées et venues dans le port. Les pirates y venaient ouvertement, dépensant sans compter lorsqu'ils avaient volé, respectés et craints à la fois. Sa jambe de bois fut taillée dans un morceau d'acajou par un charpentier jamaïcain qui y grava avec un humour macabre une petite tête de mort. John Silver l'adopta sans amertume, y voyant plutôt un symbole de sa renaissance. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. L'ancien marin loyal et respectueux des lois était mort avec sa jambe. Celui qui émergea de cette épreuve était différent, plus dur, plus pragmatique. Il commença par fréquenter les tavernes mal famées de Port-Royal, écoutant les conversations, apprenant les codes et les hiérarchies du monde pirate. Son intelligence et son expérience nautique lui valurent rapidement l'attention des capitaines en quête d'hommes compétents. Mais Silver ne voulait pas être un simple matelot pirate. Il avait des ambitions plus vastes. Sa première prise importante fut un galion espagnol chargé d'argent du Mexique. Silver, devenu quartier-maître sur le Revenge du capitaine Morgan, avait repéré la faille dans l'escorte et élaboré un plan d'attaque d'une audace calculée. Le succès fut total et sa part du butin lui permit d'acheter sa première auberge à Bristol, façade respectable pour ses activités moins avouables. C'est à Tortuga qu'il trouva son fameux perroquet. L'oiseau appartenait à un vieux flibustier français, Pierre Le Borgne, qui venait de mourir dans une rixe. Le perroquet, un haras aux couleurs éclatantes, possédait un vocabulaire impressionnant d'injures en 3 langues et une intelligence remarquable. Silver le baptisa Captain Flint, du nom du pirate le plus redouté de son époque, celui dont on disait qu'il avait enterré un trésor fabuleux sur une île secrète. L'oiseau devint rapidement sa marque de fabrique. Perché sur son épaule, il ajoutait à la prestance naturelle de Silver une dimension théâtrale qui impressionnait amis et ennemis. « Pièce de 8, pièce de 8 !» criait l'oiseau, et cette phrase devint comme un leitmotiv de la carrière de son maître. Car Silver commençait à comprendre qu'être pirate, ce n'était pas seulement voler et tuer,
c'était incarner une légende, devenir un personnage plus grand que nature. Il étudia les grands noms de la piraterie, analysant ce qui faisait leur succès, la terreur qu'inspirait Barbe Noire, l'audace de Black Bart, la cruauté calculée de Charles Vane. Mais lui voulait être différent, plus subtil, plus intelligent. John Silver développa progressivement sa propre méthode. Contrairement à ses confrères qui se contentaient d'attaquer et de piller, il pensait stratégiquement. Il comprit que la vraie richesse ne résidait pas dans les trésors volés, mais dans l'influence et le réseau qu'on pouvait tisser. Son auberge de Bristol devint un centre de renseignement où se croisaient marins, marchands et officiers royaux. Il y glanait des informations précieuses sur les mouvements de navires, les cargaisons importantes, les faiblesses des défenses. Sa réputation grandissait dans les deux mondes qu'il habitait désormais. À Bristol, il était John Silver, aubergiste respecté, ancien marin blessé au service de Sa Majesté. Dans les Caraïbes, il était Long John Silver, le pirate à la jambe de bois et au perroquet, celui qui ne laissait jamais un trésor lui échapper et ne perdait jamais un combat d'esprit. Il commençait à percevoir avec une lucidité troublante qu'il devenait autre chose qu'un simple pirate. Les jeunes flibustiers l'imitaient, adoptant ses expressions, copiant sa façon de commander. Les conteurs des tavernes embellissaient déjà ses exploits, transformant ses victoires en épopées. Il était en train de devenir un archétype, le pirate idéal, tel que l'imagination populaire le rêvait, dangereux mais séduisant, cruel mais loyal envers ses hommes, avide d'or mais capable de grandeur. Un soir de 1715, dans sa taverne de Bristol, John Silver contemplait son reflet dans le miroir taché derrière le bar. 40 ans, la barbe grisonnante, la jambe de bois, le perroquet sur l'épaule. Il ressemblait parfaitement à l'image qu'on se faisait d'un pirate, et cette ressemblance n'était pas fortuite. Il l'avait cultivée, peaufinée, transformée en arme de séduction et d'intimidation. Captain Flint inclina la tête et murmura, comme s'il lisait dans ses pensées, « Pièce de 8, John, pièce de 8 !» Silver sourit. Il savait qu'il avait créé quelque chose qui le dépassait. Dans quelques années, quelques décennies peut-être, quand sa vraie histoire serait oubliée, il resterait le personnage qu'il avait forgé. Et peut-être qu'un jour, un conteur de talent transformerait sa légende en histoire immortelle. Il ne se doutait pas qu'un jeune écrivain écossais, nommé Robert Louis Stevenson, croiserait bientôt son chemin, ni que leur rencontre donnerait naissance à l'une des plus célèbres aventures de la littérature. Mais déjà Long John Silver existait pleinement, archétype accompli du pirate romanesque, prêt à naviguer vers l'immortalité.